Nous savons que ce sera une histoire épique de dark fantasy, lorsque le protagoniste oublie son identité et ne se réveille qu'avec un masque comme une malédiction. Pendant ce temps, les grandes maisons et beaucoup de gens meurent, puisque nous avons ces princes jumeaux qui un jour perdent leurs parents et tout le royaume de Paros. L'attaque de l'armée mongole massacre leur grand-père, oncle et tous les autres. Ils sont donc obligés de repartir du plus bas de la société, en survivant dans une forêt pleine de dangers, où habite aussi notre protagoniste masqué, Gwyn. Le fait est que ses enfants continuent d'être poursuivis et n'étant pas habitués à se battre, Rinda fait tout ce qu'elle peut pour protéger son frère Romus, suppliant que quelqu'un puisse les aider. C'est ainsi qu'au loin se dresse une ombre étrange, qui sans dire grand-chose et seulement par sa présence brutale, fait ressentir la terreur aux soldats. Mais pas pour longtemps, car un à un, il les démembre, n'utilisant que ses poings nus. Cependant, il semble avoir fait cela en mode automatique, son esprit étant complètement chaotique et il est facilement submergé. Contrairement à son frère, la jeune fille a choisi de rester avec lui, ce que Gwyn apprécie. Cependant, le type ne sait même pas qui il est, ni pourquoi il porte ce masque de malédiction. Ainsi, face à cette situation, ils finissent par passer la nuit dans la forêt. Ce n'est pas idéal, car les cadavres des chevaliers servent de récipients parfaits pour les ghouls qui les attaquent. Heureusement, malgré leur dangerosité, le feu les aide pendant un moment, du moins jusqu'à ce qu'il commence à pleuvoir et qu'ils doivent s'enfuir, nageant seulement pour se retrouver face à face avec un escadron de Mongols. Les enfants deviennent un fardeau lors d'un combat, alors il se rend avec eux plutôt que de les laisser se faire frapper. Forcé de marcher enchaîné jusqu'à arriver à un curieux château. Grâce à sa capacité, Rinda perçoit le côté sinistre du comte qui y vit. Un type qui prend plaisir à expérimenter sur ses prisonniers. Voyant la résistance des enfants de Paros, surtout celle de Gwyn, il décide d'en profiter. Il envoie le léopard dans l'arène pour qu'il se fasse manger, combattre avec le grand singe, fruit de ses expériences qui en ont fait une créature très agressive. Et où le protagoniste ne reçoit aucune arme, du moins jusqu'à ce qu'il parvienne à tenir quelques minutes. Ici, les deux bêtes dés sont lâchées pour un combat de force. Le protagoniste, grâce à ses poings et sa technique, le fait cogner plusieurs fois contre le mur. Le singe s'énerve encore plus, et lorsqu'il attrape son rival, le protagoniste encaisse trop de coups. Cependant, chaque fois qu'il tombe, il se relève. Et même si les choses sont contre lui, les propres chevaliers du duc reconnaissent sa force. Et c'est le jeune Oro qui lui lance son épée, marquant la fin de ce combat. Parce que la compétence dont il commence à peine à se souvenir est celle d'un élite, soumettant la créature jusqu'à l'achever d'un coup final à la tête. Situation très excitante pour Comte, qui connaît déjà son prochain adversaire. Un mercenaire problématique, très habile à l'épée, mais avec trop de confiance, qui n'hésite pas à se moquer du comte lui-même, et c'est pour cela qu'il est ici. En voyant Gwyn, il comprend et propose un combat équitable pour décider qui sera libéré. Ici, le comte a un mauvais pressentiment et reporte le combat. Le protagoniste en profite pour découvrir son sauveur et le mercenaire qui prévoit de s'évader du château. Et c'est que les expériences du comte ne sont pas gratuites. Les singes utilisés pour ces expériences se rebellent maintenant pour retrouver leur princesse, qui est avec Rinda. Ainsi, la tribu des Zem prend le château en éliminant chaque chevalier croisé. Le mercenaire et Gwyn, encore sauvés par Oro, échangeant leur respect mutuel. Avant son départ, la main droite du comte blesse grièvement le jeune homme. Pas très habile avec l'épée, ce qui déchaîne le léopard, qui pulvérise littéralement son adversaire. Mais il perd un grand allié, promettant au moins de retrouver son père pour lui raconter ce qui s'est passé. Pendant ce temps, les filles sont emmenées au sommet de la tour, où l'on voit beaucoup plus de victimes d'expérience utilisant le sang de ces singes. Ainsi, le malade ne peut s'empêcher d'apprécier le sang de princesse vierge, ce qui, comme nous le voyons, fait partie de ce qui compose son corps. C'est quelque chose que Rinda ne peut pas permettre, et encore moins Gwyn, qui finit par révéler la véritable identité du chef. Comme un fantôme, une entité. Aussi puissant soit-il, il n'est pas immortel, car comme tout monstre, le feu le purifie, en mettant enfin fin à ce sanctuaire de torture qui est maintenant en train de s'effondrer. Il ne reste donc plus qu'à sauter, retrouvant en bas le mercenaire. Et après tout ce qu'ils ont vécu, un grand lien se forme entre eux tous. Même s'ils ont des objectifs différents, ils partagent le même chemin, y compris les jumeaux et la petite singe sauvée. Ils cherchent encore un royaume pour les soutenir. Gwyn, toujours sans identité, choisit de les aider pour l'instant. Cependant, le trajet sera tout sauf simple, traversant les terres dangereuses mais géniales de Nosferus, où tout, même l'eau par laquelle ils veulent passer pour gagner du temps, veut les tuer. Si quelqu'un tombe accidentellement, il n'y a pas de fond, donc les chocs avec des créatures puissantes sont violents. Et ce n'est pas tout,
car une autre des factions mongoles dirigée par cette blonde, appelée Nélis, les observe de loin. Avec son apparence étrange, le protagoniste les considère suspects car il refuse d'être capturé. Il est évident qu'il s'agit des jumeaux de Paros qu'il recherche. En pleine bataille et chaos, il s'échappe cette fois par voie terrestre, mais tout se complique, faute de nourriture et à cause des sables dangereux. Zuni les sauve en les invitant à se reposer provisoirement dans son village natal. Le commandant Manus, grand-père de la princesse, repère les bons guerriers et avance pour défier le protagoniste. Un problème car il prend l'équipe au dépourvu, sans avoir mangé. Malgré cela, le combat entre ces deux bêtes est si équilibré qu'on voit qu'ils en profitent. Du moins, jusqu'à ce que les gêneurs soient capturés. Et une fois de plus, Gwyn doit se rendre, faisant face à la princesse, qui veut donner l'impression d'être une femme forte et l'interroge sur son étrange masque. Le héros exprime simplement son respect à la jeune femme. C'est une princesse qui devrait plus penser à ses robes qu'à jouer à la chef. Cela la met tellement en colère qu'elle lui donne raison. Elle ressemble à une enfant. Elle les oblige donc à marcher, menottés pendant toute une journée. Cependant, le mercenaire, qui était resté en retrait tout ce temps, utilise les vers des sables agressifs pour distraire les gardes et libérer l'équipe. Ils finissent par s'échapper à cheval, ce qu'Anli ne peut pas permettre, et elle envoie son jeune chevalier rouge à leur poursuite. Ce qui complique les choses, car l'équipe est encore loin des terres de Zuni, qui restent introuvables. Ils sont rattrapés, alors le protagoniste reste en arrière pour gagner du temps aux autres. Et même s'il est un prodige, il y a beaucoup de troupes et il peut facilement être vaincu. Zuni, informé de tout, revient avec une partie de sa tribu qui rejoint la cause. Les chevaliers, impuissants face aux sauvages, tombent peu à peu. Certains trahissent et fuit. Le protagoniste, respectant son chef, transmet à Anli de ne pas craindre et de se rapprocher des terres de Nosferus. Et c'est que le léopard est reconnu par les singes comme un guerrier que certains craignent, d'autres aiment, mais tous le respectent pour sa force imparable. Malgré tout, Gwyn reste inquiet, sachant que la princesse dispose de trop de troupes pour capturer seulement des jumeaux. Et comme nous le voyons en ce moment, il s'agit du fait que la femme a l'intention d'exterminer les Ems et de s'emparer d'un puissant objet au centre de la zone. C'est pourquoi Gwyn réunit tous les chefs locaux pour unir leurs forces. Car même s'ils font face à une force de 15 000 hommes, ils ont les terres à leur avantage, pour, au moins, tenter le coup, faisant de Gwyn le chef de cette bataille. Pendant ce temps, son aura ne cesse de grandir, avec une grande armure et l'épée qu'il aura désormais. Cependant, Anli a déjà préparé ses troupes pour éliminer les 4 petits singes qu'il pense être. Cependant, cette confiance est dangereuse, tout comme l'immaturité, car les chevaliers sont assez impulsifs. Ainsi, le premier jour, attaqués par des singes, ils perdent de nombreux soldats, ne sachant pas d'où vient l'assaut. Cependant, Marus, qui est un homme assez sage, comprend la provocation et avant d'attaquer, préfère attendre dans une zone plus dégagée. Le problème, c'est que leurs rivaux ont Gwyn, un homme qui organise un grand nombre de singes pour attaquer, en séparant les chefs. Pendant que Manus l'affronte, il réussit à lui prendre sa lance lors d'une attaque bien planifiée pour faire crier la princesse comme une petite fille, la laissant humilier devant ses troupes. La rage est visible et même Manus ne peut pas la contrôler. Et elle finit par être poussée à attaquer. C'est exactement ce que recherchait le protagoniste. En les plaçant au bon endroit avec l'aide des singes, il réveille un slime géant qui dormait depuis des années. Confronté à une princesse folle de rage, il la dévora ainsi qu'une partie de sa troupe. C'est là que le chevalier rouge perd un grand ami. Ils sont donc obligés de battre un peu en retraite, cherchant l'aide des sages qui savent que la faiblesse de ces créatures est le feu. Mais avant de se remettre et de se préparer, des singes apparaissent à nouveau, précisément pour faire en sorte que les gants couvrent la zone, pour que le slime termine son travail en dévorant de plus en plus de soldats. Pendant ce temps, Annelise ne peut qu'observer Gwyn dominer à distance, ce qui fait que la mission mongole change. Tous les efforts visent désormais à éliminer les Sims en priorité. Le mercenaire le découvre à la demande de Gwyn, en infiltrant les troupes mongoles grâce à son bagou. Il gagne la confiance de Manus, donc toutes ces informations vont à Gwyn. C'est un problème. Alors il ne lui vient à l'esprit que de laisser les singes résister pendant 4 jours, pendant qu'ils cherchent de l'aide. Les géants lagoons. Sur un chemin si brutal que les tempêtes de sable l'envoquaient parfois dans une autre réalité. Une voix mystérieuse lui montre une pièce où son visage apparaît en roi, accompagné d'une femme. La conjonction, c'est qu'il ne s'agit pas d'une seule, mais de 3 filles, sans aucun indice sur leurs identités. S'il force la situation, il est expulsé de cette réalité et se retrouve au-delà de la tempête, plus près de son objectif. Cela nous montre clairement que Nosferus soutient la cause en envoyant le grand roi loup pour guider son chemin. Pendant ce temps, Annelise continue d'agir comme une enfant, voulant attaquer sans réfléchir. Son propre grand-père donne raison au protagoniste à ce sujet. À ce moment,
Grâce au loup, il reçoit un objet sans fonction apparente. En plus d'être capturé justement par l'un des géants Lagoon, il est emmené comme prisonnier, avec à peine de la nourriture et sans armure. Heureusement, il y a toujours quelqu'un pour l'aider. Et dans ce cas, cette fille qui transmet son message disant qu'il est le plus fort, ce qui attire l'attention du sage qui décide de l'écouter. Bien qu'il soit sa main droite et un héros local, à cause de son masque, il est perçu comme un démon. Il tente malgré tout d'expliquer qu'il a été envoyé par l'Akuma, dieu de ce peuple, pour diriger les plus redoutables guerriers. C'est quelque chose que le héros ressent comme une offense, le condamnant à mort. Mais heureusement, il sait comment défier les gens. Et en plus, ils utilisent l'enfant pour le faire paraître inférieur, amenant Lagoon à accepter un duel dans lequel le vainqueur aura le droit d'avoir la voix de commandement. Le mercenaire, infiltré comme assistant de Manus, commence à s'attacher à lui, ce qui pose problème pour la suite. Et sur leur visage, car une multitude de zèmes apparaissent devant les troupes, attaquant sans aucune intention apparente. Mais dès que les singes perdent, beaucoup d'alliés partent stratégiquement, isolant les commandants, ensuite encerclés par des hordes de singes. Ainsi, le mercenaire, profitant du chaos, guide Manus jusqu'au supposé village des Zems. Elle est cependant vide, révélant un piège où plusieurs chefs meurent. Grâce à une combinaison d'un peu d'aide et de sa peau, même le grand Manus qui fait face à la trahison du jeune homme. Mais c'est la guerre, rien n'est personnel. Tout comme Wynne, qui malgré son agilité et sa bonne résistance à la force de ses guerriers, étouffe n'importe qui. Il a presque détruit ses organes. Ici, l'objet d'avant remplit sa fonction, diffusant une lumière puissante qui les convainc, comme toute bonne tribu. De la présence de l'Akuma, sans poser de questions ni hésiter, ils se préparent à combattre les ennemis de leur nouveau chef. Le problème, c'est qu'ils arrivent trop tard, alors que les singes célèbrent déjà leur victoire. Dans une source voisine, le jeune capitaine découvre l'endroit et en prend le commandement. Alertant la princesse qui dirige ses troupes, il surprend les singes. À peine capturé, le mercenaire s'échappe avec des familles importantes, tandis que de nombreux macaques sont massacrés. Peu à peu, ils perdent leurs alliés. Le mercenaire voulait fuir cette situation, mais il ne peut pas laisser ses gens, surtout Rinda, seul. Il affronte donc le Chevalier Rouge qu'il a déjà humilié. Et même s'il ne parvient pas à le vaincre, il gagne du temps. Pour que l'on sente, au loin, la grande présence de l'immortel Wynne, armé d'une nouvelle armée de lagunes destructeurs qui écrasent les Mongols d'un seul balayage comme des poupées. La situation a totalement changé lors d'une séquence où les lagunes prennent la vallée, allant même jusqu'à laisser la princesse sans ses magiciens, ses conseillers et la majorité de ses capitaines. Seul le Rouge parvient à la sauver et à se retirer avec les troupes restantes. Une humiliation totale pour la jeune fille qui se traduit par une victoire importante. Les jumeaux, comme les deux tribus, sont reconnaissants envers cet homme important, qu'à ce stade, il l'accepterait déjà comme roi pour la région de Nosferus en cas d'une nouvelle attaque. Cependant, Wynne est à la recherche de quelque chose de plus et rester ici attirerait plus d'ennemis. Donc, son destin se trouve ailleurs. Comme Annelise, qui une fois revenue chez son père, le roi, voit ses plans bouleversés, donnant raison au protagoniste, puisqu'elle sera destinée à devenir la prochaine épouse d'un héritier convenable pour sa famille. L'humiliation ne s'arrête pas pour cette fille, et même si le fiancé est le célèbre prince de la cité de cristal, on voit bien à quel point cela brûle son ego. Pendant ce temps, Wynne annonce à ses tribus la nouvelle paix dont elles peuvent profiter, tandis qu'il parcourt d'autres terres à la recherche de sa propre identité. C'est quelque chose qui parvient à Rinda, dont nous apprenons qu'elle était justement l'ancienne fiancée du prince de cristal. Mais maintenant, les choses changent, et elle a besoin d'un nouveau but. Le fait est que tout le monde n'accepte pas la nouvelle du départ du protagoniste. Alors le héros le défie à un nouveau duel pour qu'il reste avec eux et les guide. Mais cette fois, le protagoniste, au maximum de son énergie et équipé, écrit une fin où il bat son rival, en lui expliquant qu'ils n'ont pas à l'accompagner, car il reviendra une fois devenu le leader dont ils ont besoin, ou quand il comprendra ses origines. Un discours humble qui lui apporte encore plus de respect et de loyauté. Quelque chose d'important pour ce qui va arriver, et pas en pleine figure. C'est ainsi que se termine la première partie, nous laissant avec un protagoniste qui a commencé tout en bas. Il est en train de créer sa propre armée, avec laquelle les autres maisons ne s'y attendent pas. Cette première partie de l'anime se termine ici, une aventure géniale que je recommande si vous ne l'avez pas encore vue et souhaitez la suite. En bref, atteignez 4000 likes et la vidéo sera publiée immédiatement car il faut tenir parole. Et pour être honnête, je suis déjà en train de la monter. L'histoire nous plonge dans un monde médiéval où le continent d'Yggdrasil est assiégé par le maléfique roi noir. Ce dernier, grâce à sa magie noire, n'est pas seulement un être puissant, mais il est aussi en train de corrompre les terres de cette région. C'est pourquoi toutes les races du continent décident d'unir leurs forces pour l'attaquer. Dirigé par Yuri, simple guerrier peu magique,
mais habiles meneurs de troupes. Après avoir perdu de nombreux soldats, ils atteignent le château et tentent de le vaincre, mais leur niveau ne leur permet rien. Ici, nous faisons la connaissance de Pina, la fille du roi maléfique, qui est contre lui et qui possède quelque chose que le roi désire. Le Shine Chronicle. Il essaie donc de le lui prendre. À cet instant, la petite fée utilise son pouvoir pour diviser la relique en deux. Ainsi, le méchant possède maintenant l'une d'elles, ce qui augmente considérablement son pouvoir. Le capitaine Yuri tombe inconscient et l'Alliance d'Yggdra doit battre en retraite. Chaque royaume suit alors sa propre voie, puisque cet accord ne durait que pendant l'attaque contre le royaume sombre. Le protagoniste se réveille et se rend compte que Com se tient toujours à ses côtés, même s'il perd beaucoup confiance en lui-même. De plus, le roi noir l'a prévenu qu'il plongerait tout le continent dans les ténèbres. Cependant, il décide ensuite de retourner dans la ville où il se trouve. Le village attaqué par les soldats noirs voit arriver la troupe du protagoniste et de la princesse. Mais de nombreux ennemis sont présents et la magie commence à manquer. Heureusement, Yuri rencontre alors Aram, un jeune homme habile qui utilise sa force pour aider les autres et survivra. Celui-ci était en train d'essayer de vaincre les soldats noirs. Cependant, en voyant Yuri, sa magie ou son mana commence à augmenter mystérieusement, ce qui leur permet de vaincre tous les soldats. Après cette petite victoire, alors qu'ils campent dans ce village voisin, Yuri propose à Aram de rejoindre l'Alliance. Contre le roi noir, ce dernier n'est pas d'accord au début, mais finit par accepter. À ce stade, la fin du livre devient incontrôlable et libère de la magie noire. Et la raison pour laquelle cela se produit, c'est que le livre fonctionne comme une représentation du monde. Et chaque fois qu'il est altéré, les pages de cette relique se corrompent, avec l'obscurité corrompant également des terres du monde. C'est pourquoi il décide d'avancer rapidement vers la deuxième capitale, où il se trouve. Avec l'armée obscure, puisqu'elle cause le chaos dans toute la ville. C'est pourquoi l'équipe du Prota se joint à la bataille aux côtés de la princesse, et ses chevaliers font ce qu'ils peuvent. Cependant, ce n'est pas suffisant. Cependant, au moment où Aram rejoint la bataille, tout change complètement, prouvant qu'il est un guerrier plus que capable. En effet, il a la capacité d'absorber la magie pour lui-même, ce qui lui cause des problèmes. Il peut aussi la donner aux autres, ce qui leur permet de vaincre facilement cette armée. Le protagoniste dit à Aram qu'il a retrouvé une partie de la motivation qu'il avait perdue après son dernier échec, après avoir vu l'esprit de persévérance de ce garçon, qui ne renonce jamais. Ils finissent donc en bons termes et retournent cette fois à la véritable capitale, où il rencontre le président Gilbert. Yuri se rend compte que le corps de Gilbert est en train de se corrompre avec les ténèbres, tout comme le sien, puisqu'il a caché que son bras est souillé. Il doit donc agir rapidement. Alors Yuri et ses amis se séparent de la princesse pour partir à la recherche de la petite fée, car elle a disparu. Avant de partir, la princesse envoie un chevalier rejoindre la mission de Yuri. Tout commence normalement, sans que personne le sache. Ce même chevalier, qui justement est un homme fier, se laisse consumer par ses peurs. Dans ce cas, sa peur est que la princesse l'a abandonné avec ses inconnus. C'est pourquoi une servante du roi en profite et le corrompt avec les ténèbres. Elle le prend comme un guerrier assez puissant pour son armée, sans que les protagonistes puissent rien faire. Heureusement, à part le chevalier, ils s'en sortent indemnes. Alors ils décident de poursuivre leur chemin vers le temple des sages, qui sauront peut-être où se trouve la petite fée. Ils retrouvent le groupe de mages qui les avait aidés lors de la première bataille, mais qui cette fois leur cherche des ennuis. Voyant l'habileté d'Aram, les sages, surpris, décident de les laisser passer. Après s'être réunis, ils lui disent qu'ils ne savent rien sur la fée, mais ils leur conseillent de se diriger vers la chaîne de montagnes du labyrinthe, où il y a probablement un destin qui les attend. Tous acceptent. Et alors qu'ils étaient sur le point de partir, quelques-uns des mages de cette région se joignent à eux, où il y a des personnalités assez fortes. Cela ajoute beaucoup, car l'idée est de créer à nouveau une alliance bien plus forte pour vaincre le roi noir. Pendant le trajet, Yuri et Aram se séparent du groupe à cause de la neige intense, tandis que les autres se réfugient avec les esprits de la terre et du feu, qui envoient un groupe pour chercher les protagonistes. Pendant ce temps, ils disent aux autres avoir trouvé récemment un artefact mystérieux. C'est pourquoi Pina pense que c'est la raison pour laquelle les sages les ont envoyés dans cette région. Et en fait, c'est bien le cas, car le livre réagit avec cet objet et laisse entendre qu'il y a une épée puissante dans cette relique, même si cela viendra plus tard. Pendant ce temps, les protagonistes rencontrent des difficultés,
car ils sont attaqués par des soldats obscurs qui, en se basant sur les insécurités de Yuri, attaquent son esprit. Heureusement, Aram le ramène à lui une fois de plus et ils parviennent à lancer une attaque conjointe avec laquelle ils vaincent ces êtres. Ici, ils sont secourus et toute l'équipe se réfugie avec les esprits qui choisissent aussi de soutenir l'expédition. Alors tout le monde se met en route vers la prochaine destination, l'île des esprits, pour retrouver la fée perdue. Cependant, sur leur chemin se dresse Chousa, le chef des ogres, qui, au lieu de se joindre à nouveau au combat contre le roi noir, il est maintenant corrompu et souhaite obtenir le pouvoir des ténèbres pour lui et son peuple. Il parvient donc à prendre le Chain Chronicle à Pina. Et alors qu'il semblait qu'il allait en finir avec Yuri, encore une fois, la subordonnée démoniaque Eurenios fait son apparition, créant une bataille entre les trois camps. Pendant ce temps, Yuri se rend compte que ses amis et alliés sont en train d'être vaincus. Ainsi, à cela s'ajoute sa grande faiblesse mentale. Il est envahi par la peur et l'insécurité, n'ayant pas assez de pouvoir pour les protéger tous. Eurenios en profite pour pousser le protagoniste à perdre le contrôle et enfin se laisser consumer par l'obscurité. Même si le protagoniste lutte de toutes ses forces, une des hallucinations de ce démon devient Pina Ekane, un de ses chevaliers les plus proches. Ce dernier finit gravement blessé car Yuri, par accident, le blesse. Cela fait qu'il perde totalement le contrôle et qu'il succombe ainsi à l'obscurité. Cet espoir qu'il a juré de ne jamais perdre et pour lequel la princesse lui porte tant de respect et avec lequel il essaie d'encourager son peuple. Ce n'était plus qu'un souvenir chez un capitaine consumé par le mal, perdant conscience et fuyant vers le royaume obscur. Cependant, même si la situation est chaotique, actuellement Aram et les autres continuent de se battre afin de libérer l'humanité. Pour l'instant, l'expédition se sépare. La jeune guérisseuse se dirige vers la capitale pour soigner le chevalier. Avant qu'il ne meure, les mages décident de retourner auprès des sages et d'Aram et Pina décident de poursuivre leur chemin vers l'île des fées et ainsi continuer l'aventure. Ici, nous voyons la détermination d'Aram, qui a beaucoup appris de Yuri, et nous pouvons voir qu'il sert maintenant même de bon leader. Ils arrivent donc sur cette île où Yuri cause déjà pas mal de problèmes, parce que dans cette zone se trouve une autre Chronicle, pas aussi puissante que la première, mais qui peut leur servir à y entrer et à chercher la localisation de la fée. Yuri corrompt aussi ce livre avec les ténèbres, rendant les souvenirs incontrôlables et poussant Aram à se séparer de la fille, découvrant le passé de Yuri. Tout ce qu'il a dû endurer pour devenir le héros que nous connaissons, et tout le poids qu'il portait sur ses épaules. Cela le motive-t-il davantage à le sauver? Avant de quitter le livre, ce magicien lance une épreuve à Aram pour prouver sa valeur et sa détermination. Le magicien le remarque, et en récompense, il lui raconte qu'un nouveau dragon gardien va bientôt naître en ville ou dans le désert, un être utile au combat. Avant de revenir à la réalité, il entend la voix de la fée, donc elle est encore en vie. Ils continuent leur voyage pour trouver le gardien, mais découvrent dans cette zone désertique que cela prendra du temps. En effet, il faut une chanteuse capable de réciter la chanson d'invocation. Ce à quoi ils ne s'attendaient pas, c'est que la princesse et Chousa sont sur le point d'entrer en combat, car évidemment Chousa est un ennemi potentiel. C'est là que les chefs du désert interviennent pour faire en sorte que ces deux camps se réconcilient. Cependant, la seule chose qu'ils réussissent à faire, c'est d'augmenter la tension entre ces deux chefs. Et si on ajoute à cela que, de nouveau, les troupes du roi sombre arrivent, un combat éclate, à nouveau entre trois camps, qui commence par de nombreuses pertes. Et avec le danger que l'un des deux chefs meure, car sans s'en rendre compte, ils sont en train de se corrompre. C'est pourquoi Aram intervient juste à temps avec son pouvoir, qui apparemment s'est beaucoup amélioré. Sa rencontre avec ce vieil homme leur fait comprendre l'absurdité de se battre entre eux face à un ennemi plus grand. Le rituel d'invocation s'achève ici, faisant apparaître un nouveau dragon gardien et le protagoniste. Il obtient aussi une épée beaucoup plus grande, avec laquelle il bat facilement l'un des guerriers du roi. Donc, ces types n'ont pas d'autre choix que de se retirer. Ici, la reine comme Chousa se rendent compte qu'il ne s'agit pas d'un simple guerrier, mais qu'il est probablement le seul espoir qu'il leur reste. Ainsi, l'armée et la capitale décident à nouveau de se joindre à l'expédition, et Chousa, même s'il ne se joint pas directement, ne s'y oppose pas. Il perd même le Chain Chronicle, le livre partant avec Aram sans raison apparente. Et les pages qui étaient contaminées redeviennent normales. Alors il profite de cette occasion pour lancer l'attaque décisive contre le royaume obscur. Puisque l'artefact qu'ont trouvé les esprits du feu et de la terre est utilisé par les sages pour créer une arche avec laquelle ils pourront atteindre le roi noir et retirer le bouclier protecteur qui entoure cette zone
permettant ainsi de lancer une contre-attaque. Avec tous les êtres que nous avons rencontrés, des mages jusqu'aux esprits. C'est ici que débutent les préparatifs de l'embuscade. Mais le roi noir, connaissant déjà le plan, envoie le chevalier régler la situation. Même s'il contamine la source d'énergie de l'arche, tous unissent leurs forces pour stopper l'armée obscure. Et avec l'aide du nouveau niveau de pouvoir d'Aram, non seulement ils accordent de la magie à leurs alliés, mais ils purifient aussi l'arche. Le plan étant avancé, ils doivent partir au combat sans attendre. Même s'ils atteignent le royaume obscur, le chevalier prend Pina en otage et s'empare du Chain Chronicle. Bien que la situation soit mauvaise, l'arche est déjà dans le royaume obscur. Ainsi, grâce à la relique et une fois de plus avec un chant, ils parviennent à faire tomber la barrière d'obscurité. C'est alors que débute la deuxième attaque, les troupes de la reine parvenant à entrer. Pendant ce temps, Pina est prise en otage devant le roi, qui réunit les deux parties du livre et le corrompt presque entièrement. Nous réalisons ici que la fée était toujours dans le livre, sans que le roi noir le sache. Avant de partir, un sage a activé chez Pina un pouvoir secret qu'elle garde en dernier recours. Quant aux autres, la reine parvient à vaincre le chevalier, qui était mort, se rendant compte qu'à un moment de sa vie, il a perdu le but qu'il avait depuis le début, protéger la princesse. Pendant ce temps, les autres sont un peu acculés par la demande du roi. Alors la légion de Chusa rejoint la bataille pour faire face à l'armée obscure. Aram rencontre Yuri, qui tente d'abord de le convaincre de revenir à la normale. Mais il comprend vite que les mots seuls ne suffiront pas. Il réactive alors sa capacité et réussit à contenir Yuri. Pendant que les autres reprennent un peu le dessus, puisque Shizune parvient à éliminer Eurenus, alors le roi commence à sentir qu'il est acculé, alors il envoie des plus d'obscurité dans le livre. Cependant, Pina utilise sa compétence spéciale, qui consiste à absorber toute l'obscurité avec son corps, même si cela la détruit de l'intérieur. Ce qui leur donne un peu de temps. Pour qu'Aram, avec les compagnons de Yuri qui apparaissent justement, unissent leurs forces et parviennent à atteindre la conscience de Yuri. Cependant, même si Aram utilise sa magie, Yuri lui-même doit s'opposer à sa propre faiblesse mentale. Heureusement, grâce aux efforts de tous, il surmonte ses peurs et retrouve une vie normale. Tous arrivent alors avec le roi noir pour la bataille finale, où l'alliance de leur camp... Et qu'elle ne disparaisse pas, 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 et qu'elle disparaisse, et qu'elle ne disparaisse pas. Golonès, avec la source des ténèbres détruite, tout commence à revenir à la normale. Enfin, la petite fée fait son apparition et nous voyons qu'il y a enfin eu une victoire pour les habitants d'Yggdrasil. Ici, toutes les races retournent sur leur terre pour vivre normalement, tandis que nos protagonistes, heureux d'avoir accompli leur devoir, reprennent leur aventure. C'est ainsi que se termine cette série, du moins pour cette saison. Je présenterai très bientôt un film sur la chaîne si vous mettez beaucoup de likes et de commentaires. J'espère que ça vous a plu. Ce résumé, c'est tout pour moi. Comme l'a dit mon père, je vous laisse. Abonnez-vous à la chaîne.